Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence sur l'Islande. Je m'appelle Marilyn Lugrin, je travaille chez Contiki depuis plus de 10 ans à Lausanne et je suis une spécialiste des pays nordiques. Aujourd'hui, on va regarder plus en détail ce que l'Islande a nous apporté. J'espère que tout le monde m'entend. S'il devait y avoir un souci, n'hésitez pas à faire des commentaires. Je vais donc faire la présentation et ensuite il y aura une partie de questions. Donc si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre dans le courant de la présentation. Et si ce n'est pas possible, j'y répondrai à la fin. Donc j'espère que tout le monde m'entend. Si ce n'est pas le cas, volontiers vous annoncer. S'il devait y avoir un souci pendant la présentation, on regardera ensemble. Donc pendant cette présentation, on va parler des faits généraux sur l'Islande, sur le pays, sur les choses à faire. On va également faire un aperçu des hébergements qu'il existe, du moyen de transport habituel pour un voyage en Islande, des différentes curiosités et activités possibles sur place. On va faire un petit aparté sur les highlights du pays. Et également en fin de présentation, on va revenir un peu sur les mesures actuelles et celles qui sont annoncées pour cet été, pour vous rendre compte un peu comment ça va se passer les vacances. Et justement, tout à la fin, on reviendra sur les questions. Pourquoi choisir l'Islande? Déjà, c'est un pays assez spécifique. On est sur une île qui est à la base volcanique, donc qui annonce énormément de paysages différents, variés. Là, vous avez quelques images de ce qu'on peut retrouver quand vous allez partir. Donc, il y a énormément de chutes, de cascades. On a le fameux geyser. On a énormément de paysages variés. Donc là, en bas, c'est un paysage qu'on retrouve dans les hauts plateaux, qui a des couleurs assez symboliques, un peu fades comme ça. C'est pas des couleurs très variées, mais disons que ça amène quand même un aspect assez magique. Et il y a également énormément de glaciers. Donc c'est une nature assez impressionnante et vivante en même temps. Et en plus, c'est un pays qui est peu peuplé, donc on est quand même au milieu de la nature et on va pouvoir faire énormément de choses. Pour vous donner quelques faits, vous voyez que par rapport à la Suisse, un exemple de petit pays, on est quand même une superficie supérieure au pays de la Suisse. On a une population inférieure, donc ça veut dire vraiment qu'il y a peu d'endroits qui sont très habités. Ça va être concentré sur la ville de Reykjavik et peut-être Akureyri au nord sur la ville étudiante, mais sinon ça va être des petites localités et peu d'habitations, donc assez agréable pour la visite. Pour s'y rendre, on peut y aller par la voie aérienne, on peut également prendre le ferry, ça vous prend 3 jours. Mais si on s'y rend par voie aérienne, on va souvent utiliser la compagnie internationale Icelandair qui circule tous les jours depuis Zurich en direct et cette année le samedi et le lundi depuis Genève. Donc c'est environ 3h30 de vol, donc c'est assez agréable. Donc l'Islande, comme vous le voyez ici, on voit l'aspect l'île. On parle souvent de route circulaire parce qu'il y a une route goudronnée tout le tour de l'île qui est donc facilement accessible à tous les véhicules et on peut rouler entre 50 et 90 à l'heure hors des villages. Donc c'est tout à fait agréable pour la conduite. On a la partie ouest à gauche qui est un petit peu moins agréable à conduire puisqu'on va être sur des routes de fjord, donc beaucoup plus sinueuses et un petit peu moins rapides à conduire. Et il y a certains bouts qui ne sont pas bien goudronnés, donc on parle vraiment de la route circulaire, on verra après sur un bout de l'île. Les autres traits en jaune et en noir, on appelle ça des pistes parce que ça va être du terrain
sableux ou alors caillouteux, et puis on va devoir traverser des gués. Donc c'est pour la conduite beaucoup plus aventureuse, on va devoir s'adapter un petit peu. Les pistes jaunes sont plutôt moyennes à faciles et les pistes noires sont assez difficiles. Donc après il va falloir décider quel type de conduite vous voulez adopter pendant votre séjour pour déterminer un petit peu le circuit qui vous tente. Le tour de l'île fait environ 1340 km. En rajoutant après les autres bouts, on est souvent à 1800 km au total d'un circuit, par exemple. Voilà par rapport à vraiment la route circulaire goudronnée. Donc on va passer vraiment tout le tour. Si on ne veut pas faire tout ce tour, on peut également raccourcir le circuit avec des vols internes. On a 4 aéroports, donc c'est aussi possible de raccourcir pour profiter au maximum des endroits sans devoir faire forcément tout le tour. Maintenant, on va venir un petit peu aux faits par rapport à qu'est-ce qui fait spécifiquement le temps, le climat en Islande. On va déjà parler de la luminosité. Il faut savoir qu'en été, les journées sont très très longues, puisque c'est un pays nordique. Donc là, vous avez un petit peu les horaires à laquelle le soleil va se coucher, va se lever. Donc vous voyez, il y a très peu d'intervalles. Donc c'est assez agréable, on se sent plein d'énergie et on peut vraiment profiter de ses vacances. Et par rapport aux températures, ce n'est pas non plus, bien sûr, on n'est pas au sud, mais c'est pas si désagréable parce qu'il peut quand même y avoir entre 15 et 25 degrés dans la journée. Après, c'est sûr que s'il y a un coup de vent ou il y a de la pluie, la température baisse. Mais dès qu'il y a le soleil, ben, ça se réchauffe tout de suite. Mais c'est clair que par rapport à l'habillement, il faudrait quand même prévoir un petit peu tout temps, comme en Suisse, on peut avoir au printemps ou en automne, par exemple. Un autre fait, c'est qu'il faut bien penser que c'est un pays cher, l'Islande. Pourquoi? Déjà parce que la saison touristique n'est pas annuelle, donc ils doivent aussi faire avec les prestataires doivent prévoir une rentabilité sur les quelques mois d'ouverture, déjà ça. Ensuite, ben, la TVA est très élevée et c'est un pays qui importe beaucoup de choses, donc forcément ça augmente aussi le coût de la vie et le coût des denrées. Donc c'est vrai qu'après, toute la nourriture, l'hébergement sont un peu plus chers qu'en Suisse. Comme là, pour exemple, une bière, ça va vous coûter quand même le double. Surtout l'alcool, puisque la TVA sur l'alcool est très très élevée. Donc il faudrait réfléchir un peu différemment par rapport à ça, mais vous trouvez quand même un peu pour tous les budgets suivant où vous allez. Mais c'est sûr que vos vacances vont coûter plus cher qu'en général en Suisse. Je vais vous montrer une petite vidéo que les Islandais ont fait par rapport à l'habillement qu'il faut avoir. Hi, I'm Stina. Welcome to Iceland Academy. In today's class, I will be showing you how to pack for Iceland to stay warm and happy. You see, our weather is constantly changing, so that's why it's important to wear layers. Let's start with some thermals and some good shoes, a fleece, some waterproofs. A lot of people think that jeans are fine, but if it rains, they'll stick to you like an octopus and keep you wet and cold. So you are actually just better off in your underwear. And strictly no high heels, unless you go into one of our fancy restaurants. So, sturdy shoes, thermal, fleece, waterproofs, nice warm jacket, hat, sunglasses and gloves. Pack those and you'll be ready for anything that Icelandic weather can throw at you. Yeah, and I almost forgot. Don't forget your swimsuit. Voilà, on peut retrouver un petit peu l'humour islandais. Alors, je pense que tout va bien pour l'instant. J'ai pas de commentaires. J'espère que la vidéo est toujours intacte. Alors, maintenant on va continuer par rapport aux hébergements.
Donc c'est vrai qu'en Islande, on est souvent surpris quand on loge dans des petits auberges ou petits hôtels. On n'est pas du tout sur la même infrastructure qu'on peut retrouver dans d'autres destinations. Donc voici 4 exemples d'auberges. Donc c'est souvent des petits bungalows, des fermes rénovées ou aménagées, des petits cottages ou vraiment des hangars. Donc c'est vrai que l'aspect extérieur, c'est pas forcément leur fort, l'architecture. Après, dedans, c'est toujours aménagé en chambres doubles, triples, avec le confort nécessaire. On peut trouver des chambres sans douche à l'étage, mais ça c'est un souhait lors de votre réservation. Mais disons qu'ils ont toujours un petit peu le charme intérieur, mais assez sommaire. On peut trouver des fois des restaurants ou pas, ça dépend, mais ils proposent toujours le petit déjeuner dans la plupart des auberges. Un autre exemple de plus moderne, c'est-à-dire que les dernières constructions sont un petit peu plus standardisées à l'Europe. Donc on peut voir des belles maisons, des beaux petits cottages, des belles cabanes et également des beaux hôtels. Quand on est en ville, on retrouve un peu ce genre d'hôtel comme celui à droite. Donc ça, si c'est des choses vous recherchez un petit peu plus moderne, on doit regarder à la réservation pour que ça corresponde à vos envies. Donc il y a peu deux styles d'hébergement. Donc là, on part pour les hauts plateaux. Donc c'est tout l'intérieur de l'île qui sont ouverts pendant 2 mois, juillet-août. Donc on ne peut pas accéder toute l'année et on peut accéder qu'en 4x4. C'est vraiment l'unique solution. Donc là, par exemple, une piste sablée. Donc c'est plutôt vous roulez entre 20 et 30 à l'heure. Ça peut vous prendre du temps. Et si vous êtes dans ces terres, niveau hébergement, il n'y aura que des dortoirs. Donc c'est aussi un peu spécifique à l'aventure, vraiment, pour vivre un peu autre chose. Mais vous voyez, ces paysages lunaires sont assez spécifiques au plateau. Là, par exemple, c'est une traversée de gué. Donc, on peut penser que c'est difficile. Alors, on fait les premiers avec prudence, mais après, on chope le coup et c'est beaucoup plus facile. Normalement, ça, c'est la hauteur maximale qu'on peut traverser. Donc, il y a toujours une petite indication au départ de chaque gué. Et puis, on a quelques recommandations dans les documents pour vous permettre de vous faciliter au mieux la traversée. Donc, voilà à quoi ressemble une traversée de gué. Par rapport aux autres véhicules qu'on peut trouver, donc on parle aussi de motorhome, c'est très bien par exemple au niveau famille pour voyager parce que vous allez économiser peut-être un peu sur les nuitées. Si vous connaissez un peu ce mode de transport, c'est assez pratique. Par contre, l'Islande a aboli la liberté de camper depuis quelques années. Maintenant, il faut absolument réserver vos places de camping. Donc c'est vrai que ça vous demandera quand même une planification de ce côté-là. On a une autre alternative, le camper 4x4, qui est idéal pour 2 personnes. Donc comme ça, vous pouvez aller vraiment partout sur les pistes et les routes. Et vous pouvez camper à tout moment. Donc c'est vrai que sur les pistes, il n'y a pas de camping, ce sera plus un peu à la sauvage. Mais par contre, sur le reste de l'île, ce sera aussi à réserver lors d'une réservation sur un camping. Il y a 2 types de modèles. Ce type de modèle avec le toit qui s'ouvre ou d'autres qui sont durs, en toit dur. Donc c'est assez sympa pour justement vivre l'aventure un peu plus découverte. On arrive sur les différentes curiosités. Qu'est-ce qu'on va voir en Islande? Donc comme c'est un pays volcanique, on va trouver pas mal de cratères, de falaises, mais aussi des cascades. Donc comme celle-là qui a été formée un peu avec les falaises, on va avoir différentes chutes d'eau. Chacune a sa spécificité, la plus puissante, la plus jolie, la plus haute, la plus grande, etc. Avec des pierres de basalte derrière. Donc on a vraiment beaucoup tout le long du trajet de différentes chutes d'eau. On vient s'arrêter des fois 10 minutes, des fois 1 heure parce qu'il y a une randonnée sympa à côté. Donc c'est vraiment un point intéressant lors de vos circuits qui vous permet de faire une halte et puis de pouvoir vraiment profiter. On a aussi des cratères forcément.
Là, par exemple, c'est un cratère éteint où il y a de jolies couleurs à voir. D'autres sont déjà ensevelis par la verdure. D'autres sont beaucoup plus rustiques. Donc, vous avez différents endroits dans le sud ou dans le nord à voir justement ce genre de curiosité. On a les geysers. Il n'y en a qu'un seul, c'est à Geysir. En fait, il y a deux petits geysers. C'est un gros qui ne fait pas beaucoup d'éruptions, c'est assez rare. Et puis on a le petit, le Crocourt, qui est en fait toutes les 15 minutes. Donc vous pouvez sans autre le voir éclater plusieurs fois. Et autour, c'est une zone géothermique. Donc vous avez pas mal de couleurs et de petites randonnées à faire intéressantes. Donc aussi un endroit qui fait partie du Triangle d'Or. Les hauts plateaux, donc comme je vous disais, c'est un endroit assez magique, assez lunaire. On va avoir beaucoup de graviers, de terres différentes. Donc il n'y a pas beaucoup de végétation, mais on a cette mousse qui forme une couleur assez magique. Et on va pouvoir randonner, sinon il n'y a pas beaucoup d'autres activités. Mais c'est aussi très sympa du coup de se retrouver. Il n'y aura pas beaucoup de monde. Donc idéal un peu pour vivre autre chose. L'Islande est aussi traversée, est séparée par deux plaques tectoniques. Et dans le sud, dans le Triangle d'Or, dans le parc national de Þingvellir, vous allez retrouver cette faille de Silfra qui est possible. Donc vous la voyez quand vous randonnez, vous avez accédé à plusieurs spots et il y a également de la possibilité pour plonger ou faire le snorkeling. Donc c'est assez sympa aussi de voir cette curiosité naturelle. On a, comme je vous ai dit, pas mal de régions géothermiques, celles où on voit juste les couleurs de la Terre, mais d'autres qui sont actives, comme celle-ci au nord, où on appelle ça des solfatares, où vraiment il y a la fumée qui sort, ou d'autres où il y a la boue qui jaillit et puis qui forme des bulles. Donc ça pue l'œuf pourri, c'est vraiment ça la spécificité. Mais c'est vraiment magique aussi de voir ce genre de choses qu'on peut s'approcher quand même assez proche. Donc à voir aussi dans ce pays. On parle des fjords de l'Ouest, donc c'était cette péninsule tout à l'ouest, au nord-ouest, qui est donc très sauvage parce qu'il y a peu d'habitations, peu de villages. Elle est connue justement pour ses fjords sans fin, cette verdure, ces collines, montagnes enneigées encore presque toute l'année. Et il y a énormément de faune. Donc on peut retrouver sur la Trabjarg, les falaises, énormément d'oiseaux. Donc c'est assez un bon spot pour les ornithologues. Et on peut aussi retrouver le renard polaire. Donc c'est assez idéal pour s'échapper un petit peu. Par contre, il faut prévoir quand même pas mal de temps dans les fjords de l'Ouest. Comme je vous avais dit, c'était des routes pas très bonnes. Donc ça prend du temps. Et puis justement, idéal pour des petites randonnées. Donc prendre un peu le temps de se retrouver nulle part. On peut parler d'architecture, comme je l'ai dit, les hôtels c'était pas très varié, pas très original, mais par contre il y a d'autres choses à voir comme certaines églises, il y a de l'art aussi, des galeries, donc on peut retrouver quand même un petit aspect architectural. Mais quand on parle de l'Islande, on va vraiment, la nature va vraiment jouer un rôle primordial. En fait, vous êtes au milieu de la nature et puis vous allez voir les différents spots curiosités naturelles. C'est un concept un peu nordique, on a accès à tout, qu'on peut aller tout près, etc. Maintenant, ils ont quand même mis un petit peu des limites, l'Islande, parce qu'il y a de plus en plus de touristes. Donc, on peut devoir payer une taxe d'entrée à différents sites. C'est pas partout le cas, mais ça peut l'être. C'est plutôt pour le protéger, pour ne pas qu'il n'y ait plus trop de monde à la fois, et puis aussi pour éventuellement nettoyer les restes des touristes, pour garder les spots vraiment intacts. Donc c'est ça un peu qu'on va mettre en option dans un voyage. Ça ne va pas être comme des voyages où on est dans un parc, où on a beaucoup d'activités. On va devoir aussi un peu se débrouiller soi-même. Mais il y a tellement de choses à faire autour de soi que vraiment on n'en s'ennuie pas. Donc voilà, c'est un petit peu réfléchir différemment pour ce type de voyage. Par rapport aux activités, on a la randonnée, que ce soit pour 1 heure autour d'une chute, ou alors 3-4 heures avec vraiment un point fixe, ou alors pendant des semaines avec un trekking. Donc on peut vraiment trouver pour tous les goûts
de petits à sportifs. Il y a les sources chaudes. Comme on est sur une île volcanique, il y a plein de points où l'eau sort de sources chaudes. Donc on peut trouver par exemple ces spots-là, c'est en pleine nature, à côté d'une route, pas loin. Donc les gens connaissent, il y a des cartes avec les différents spots appropriés et donc vont s'arrêter pour se baigner. Donc souvent il y a des petites annotations, si l'eau est trop chaude, il faut faire attention, mettre la main, pas se brûler. Et puis il y a d'autres sources qui sont du coup exploitées et qui ont été formées comme une grande piscine ou comme un grand bas thermal. C'est le cas par exemple du Blue Lagoon qui est de plus en plus médiatisé. Comme justement il a énormément de succès, maintenant celui-ci on doit le réserver à l'avance à un horaire fixe. Mais du coup vous avez énormément d'autres petites piscines où là ça reste quand même une piscine locale. Donc on n'a pas besoin de réserver, il faut juste payer l'entrée. Mais voilà, vous avez différentes alternatives un peu pour profiter de cette source chaude. On peut également faire du cheval. Donc les chevaux islandais sont connus pour être très très gentils. Donc vous pouvez en pratiquer dans le sud, dans l'est, dans le nord. Donc il y a énormément beaucoup de spots. Souvent c'est les fermes auberges qui proposent également les randonnées. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser pendant 1-2 heures ou même plusieurs jours pour justement aller visiter les différentes endroits de l'Islande. On a aussi un autre spot, le lagon glaciaire, où il y a les différents icebergs du glacier qui se détachent dans l'eau. Donc assez sympa en cas de beau temps. Là, on a un peu une photo moins représentative, puisqu'on ne voit plus forcément les couleurs bleuées. Mais on peut du coup soit le voir à pied, le longer le lagon, ou on peut également prendre ces petits zodiacs. Donc vous avez le lagon glaciaire de Jökulsárlón et le petit à côté, Fjalsárlón. Les deux sont possibles. Nous, on vous recommande celui d'à côté parce qu'il y a moins de monde. Mais du coup, c'est sympa aussi de faire un petit coup en zodiac pour se rapprocher un peu plus près des petits icebergs. On a pas mal de faune en Islande, mais le plus connu, c'est les macareux. Donc, c'est des espèces d'oiseaux qui ressemblent à des pingouins. Ils sont présents toute l'année, mais c'est vrai qu'on les voit particulièrement bien en juillet parce qu'ils vont pondre les œufs dans les falaises. On peut s'approcher assez près, mais il ne faut pas non plus exagérer. Il y a des petits chemins qui longent la falaise pour pouvoir les observer, donc bien rester sur ces chemins pour ne pas les perturber pendant la pendaison. Et sinon, depuis les plages, on les voit aller chercher le poisson et puis rapporter la nourriture à leurs petits. Il y a également les phoques. À plusieurs endroits en Islande, ils viennent s'échouer dans les plages pendant que l'eau est basse. Donc là, ils prennent le soleil. Donc c'est assez sympa aussi de pouvoir s'en rapprocher. Et c'est très connu aussi, les baleines. Elles sont très présentes en Islande toute l'année parce qu'elles ont énormément de nourriture. Donc on a 3 spots pour bien les voir. La plus connue, c'est au nord, vers Húsavík. On a plusieurs possibilité d'aller voir les baleines, c'est soit avec un bateau à moteur ou soit avec un bateau à voile. Il y en a un qui est plus silencieux, donc on peut des fois plus approcher les baleines comme cette photo-là. Après, on les voit aussi de très près. Par rapport à tous ces safaris qui concernent les animaux, Kon-Tiki prend assez souvent des dispositions strictes. Donc on ne travaille qu'avec des prestataires qui respectent certaines règles, qui ne s'approchent pas trop des animaux, qui sont au respect, qui ne nourrissent pas les animaux pour les faire venir, etc. On est avec plusieurs associations et c'est vraiment, on ne peut pas prendre des prestataires n'importe lequel, on doit vraiment respecter ces règles et on trouve aussi que c'est plus logique par rapport au tourisme. Donc voilà, si jamais vous avez des demandes, c'est assez souvent le cas que vous retrouvez beaucoup d'informations sur le site par rapport à ça. On peut également randonner sur les glaciers, donc avec un guide souvent, parce que ça reste quand même une activité difficile et dangereuse. Donc c'est tout à fait possible. Vous avez plusieurs départs ou plusieurs endroits de glaciers que vous pouvez partir en randonnée. Je vais vous faire profiter d'une petite vidéo que j'ai faite pendant mes vacances, pour donner un petit aperçu en réalité.
un peu un aperçu de ce que je viens de vous raconter. Bien que le pays soit magnifique en été, parce que déjà les journées sont longues, on peut faire énormément de choses, il est aussi tout aussi magnifique en hiver. Déjà parce qu'on aura moins de monde, parce que c'est moins connu en hiver. D'autres, on va voir les curiosités d'une façon différente. C'est sûr que les journées seront moins longues, on va être plus sur du 10h, 15h pour aller vraiment faire les visites. Mais donc c'est un rythme différent et ça apporte aussi un peu plus de détente peut-être. Donc on va pouvoir retrouver des chutes gelées, on va voir vraiment des montagnes enneigées, ça va donner... C'est vraiment pas des couches de neige très grandes, parce que ça va être des petites tempêtes, il y aura une petite couche, mais ça va pas être de la neige poudreuse, donc on va pas non plus... On va pouvoir toujours marcher partout, mais ça donne justement un saupoudré un peu tout blanc et du côté assez magique. Et bien sûr, c'est possible de voir les aurores boréales. Elles sont présentes à partir de début septembre, octobre, jusqu'à mi-mars. Il faut vraiment que ce soit noir pour pouvoir les voir et qu'un ciel soit dégagé. Mais c'est vraiment l'occasion aussi de pouvoir les observer. Donc pourquoi pas aussi envisager un voyage en hiver. Si vous avez plus de questions sur les aurores, on reviendra ça sur une autre conférence, c'est pas le sujet. Mais voilà, vous sachez que c'est possible de les voir aussi en Islande pendant les périodes hivernales. Par rapport à la highlight un peu culinaire, on va dire que l'île est donc autour de la mer, donc les produits de la mer sont très présents, le poisson est possible de manger partout, donc l'excellente soupe de poisson à Reykjavik, vous avez les possibilités de homard et de goûter énormément de sortes de poissons. On recommande aussi pour la protection des animaux de ne pas manger de baleines ou de macareux, donc vraiment c'est quelque chose qui est encore permis en Islande, donc nous c'est vraiment la chose qu'on met en avant pour ne pas respecter cette norme, vraiment faire attention de choisir votre menu en conséquence. Mais voilà ce que vous allez retrouver dans vos assiettes. C'est aussi deux spécialités. Il y a énormément de saumon, on les trouve, et d'agneau, de mouton en Islande. Donc ils cuisinent super bien les deux spécialités. Vous allez les trouver à toutes les sauces. Donc vraiment profitez un maximum de les manger parce que c'est du local. Comme il n'y a pas beaucoup de culture, c'est beaucoup les légumes de la terre qui poussent là-bas. Ils font pas mal de choses sous serre maintenant, comme les tomates, etc. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'importations, donc le reste reste assez quand même standard. On a deux autres spécialités, c'est le skyr, c'est une sorte de fromage frais qui vient vraiment d'Islande, on peut le retrouver en Suisse maintenant. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté, mais c'est assez bon, il y a plusieurs goûts. Après c'est vraiment nourrissant, donc on peut le prendre comme un Anka ou comme un 4 heures. Et puis la réglisse, comme dans tous les pays nordiques, est super présente. Donc il y a beaucoup de variétés, que ce soit réglisse sucrée ou salée. Donc voilà, si vous êtes friand de réglisse, vous pouvez en effet pas mal goûter les spécialités là-bas. Voilà, j'arrive un peu au final de ce que l'Islande, le résumé un peu de ce qu'on peut retrouver. En général, que ce soit pour l'Islande ou pour d'autres destinations, pourquoi choisir le Nord? Donc moi j'ai 2-3 indices pourquoi on est si friand des destinations nordiques. Déjà, on est sur des destinations très nature, comme je vous ai dit. Kontiki, c'est très important pour nous, la nature. Donc on va vraiment rechercher des spots où vous allez vous sentir bien, vous allez ressentir les éléments, vous allez pouvoir profiter de vous reposer, de vous détendre, mais justement en profitant de cette nature sauvage et puis ces vastes étendues, parce qu'au nord on a toujours des vastes étendues, ça reste des grands pays. C'est aussi une impression d'expérience, de vraiment découvrir des choses qu'on n'aurait pas organisées, pas planifiées, de vraiment se faire prendre par le temps, par l'ennui, par les choses qui arrivent lors d'une journée, et puis vraiment se couper du monde, essayer un peu de se retrouver ailleurs, au milieu d'une part, et puis de découvrir qu'est-ce que l'endroit a à nous apporter. Donc là, par exemple, c'est quelques exemples: le soleil de minuit, les plages de sable, les fjords avec cette vue impressionnante, on a l'impression d'être seul au monde.
les plages au bord des lacs finlandais, les gorges de Suède. Donc voilà quelques exemples, mais vraiment trouver cette expérience du voyage, comment ne rien planifier et puis retrouver des choses tout en ayant certains indices pour justement quand même s'occuper. Mais voilà, c'est un petit peu le leitmotiv. Par rapport à Kontiki, donc on est un tour opérateur, on organise les voyages de A à Z. On vous préconise pas mal de suppléments d'informations avant l'offre, donc on vous fait des offres, mais une fois que vous avez réservé votre voyage, vous recevez toute une documentation, dont un programme de voyage, une roadmap, un itinéraire, une carte routière, parce que c'est vrai que des fois le GPS n'est pas toujours adéquat, donc la carte reste un bon indice sur place. Vous avez 2-3 guides sur la destination, sur les choses à faire, les activités. Il y a également une application que vous pouvez télécharger après sur votre Natel qui vous indique une fois sur place toutes les choses à faire autour de vous et qui vous donne aussi pas mal d'indices sur la destination avant de partir par exemple. Donc on essaye vraiment d'être le plus spécifique dans les documents pour que vous ayez le maximum d'informations sur place et avant de partir pour préparer au mieux et se réjouir de votre voyage. On a également des guides sur place qui sont présents en français et en allemand qui vous aident au maximum à l'arrivée ou pour organiser quoi que ce soit ou en cas de pépin sur place pour organiser un retour, etc. Donc ils sont là 24 heures sur 24, soit en présentiel, soit par téléphone. Donc vous avez quand même ce soutien derrière pendant tout le voyage et puis également le service après-vente après-voyage qui permet aussi de régler n'importe quel souci ou justement évaluer votre expérience pour avoir le meilleur s'améliorer encore et toujours. Par rapport aux mesures actuelles en Islande, donc jusqu'à aujourd'hui encore, ils ont décidé certaines mesures jusqu'à fin avril. Donc la possibilité de voyager sans quarantaine est réservée aux personnes qui ont eu déjà un test positif ou déjà le vaccin ou alors la détection d'anticorps qui ont la possibilité de le prouver. Donc ces 3 possibilités doivent être bien sûr faites avec un vrai certificat. Il y a des différents détails de ces certificats qui sont mentionnés sur notre site. Mais voilà déjà la possibilité de voyager sans quarantaine. Sinon, pour l'instant, pour les autres, il y a une quarantaine de 6 jours et des tests à passer. Pour l'instant, la Suisse, à votre retour en Suisse, demande pour tout le monde un PCR. Donc ça, c'est à voir si c'est toujours le cas pour la saison estivale. Ils annoncent des changements à partir de 1er juin, mais qui seront déjà communiqués à partir de mai. C'est-à-dire que si les pays ont moins d'infections qu'actuellement, ils vont pouvoir changer et possibilité d'enlever la quarantaine. Mais ça encore, c'est un peu tôt pour le savoir. On essaye de se tenir à jour au maximum. Donc dès que ça change, on le modifie sur notre site. Vous trouvez la source ci-dessous, l'infographie, qui vraiment explique chaque pays, quelles sont les mesures actuelles et quand ça pourrait changer. Donc si vous avez des questions après, vous pouvez toujours nous appeler, mais vous trouvez ces informations noir sur blanc. Et comme du coup c'est toujours pas très clair, on a décidé d'être un petit peu souple par rapport à ces réservations. Donc actuellement pour l'été, vous pourriez déjà réserver un forfait et vous décidez si d'un coup les mesures ne sont pas changées ou ne sont pas adéquates pour le voyage, vous pourriez annuler sans frais effectifs majeurs. La seule facture qu'on vous ferait parvenir serait les honoraires de 200 francs. Donc 8 semaines avant, ça vous permet quand même de planifier votre été peut-être sur juillet-août et de pouvoir en dernier lieu annuler sans grands frais pour vous permettre de pas être surpris. C'est le cas également si vous désirez voyager en hiver. Pour ceux qui pré-réservent les voyages hivernaux, on a la possibilité d'annuler aussi avec ces honoraires de 200 francs jusqu'au 31 août. Donc c'est aussi pour justement planifier ou prévoir des vacances pas trop chères, sans supplément ou avec les meilleures conditions possibles, et justement avoir ce recours d'annuler si rien ne change d'ici là. Donc vous retrouvez toutes ces mesures ou toutes ces conditions flexibles sur notre site www.kontiki.ch/fr et vous avez tout en haut le petit lien pour le coronavirus.
Si vous avez des questions, on est bien sûr toujours disponible par téléphone. On fait également des agendas via visioconférence où on peut prendre rendez-vous et vous expliquer, avoir des questions. On peut le faire un peu plus personnel ou on vous reçoit également au bureau pendant les horaires d'ouverture ou sur rendez-vous. Sinon, je ne sais pas si vous avez des questions, si des choses n'étaient pas claires. Par rapport à ce genre de conférence, c'est la première en français, donc c'est le thème de l'Islande qui a été choisi, mais je pense qu'il y en aura des autres prochainement. Donc si un thème vous intéresse plus que d'autres, volontiers nous faire les commentaires. Si un horaire convient mieux qu'un autre, on peut également s'arranger et puis modifier. Ça, c'était un exemple. Et puis comme le lien est accessible après sur Facebook, on peut réécouter la visioconférence, partager, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter si vous avez des avis ou des préférences pour les prochaines conférences, volontiers. Si vous aviez des questions, je vais voir, je vois qu'il y a un